On avait du monde qui partait. Je m'en doutais un peu, j'ai dit s'ils partent tous, ça me C'est Simon le troisième pas. C'est reparti. Troisième essai. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux que des millions. Tellement, tellement c'est bon. C'est qu'on va descendre le vallon. Donc déjà avoir une idée générale du site, c'est un vallon en fait, c'est un petit vallon, voilà. Et donc les jardins dont on parle sont au fond du vallon, ce qui est naturel puisque l'eau elle descend au fond et donc on a tendance à cultiver au fond. Il faut savoir que depuis très longtemps c'est des terres maraîchères, de là jusqu'à la vallée elle commence d'en haut du bois là jusqu'à Brulfoin et puis après elle continue sur Fontaine-Argent. Donc avant il y avait un ruisseau tout le long, hein, le Fontaine-Argent justement, qui se jetait dans le Doubs, qu'on peut encore voir ressortir Parc Micos, qui a été enterré sous Fontaine-Argent. Voilà. Ah, oui. Et donc l'eau elle arrive en partie d'ici et elle ruisselle comme ça, donc c'est une zone humide. C'est pour ça que c'est des bonnes terres maraîchères, et c'est pour ça aussi que ça s'appelle Brulfoin. C'est un ancien vestige, c'était un endroit où on faisait des cultures sur brûlis. On brûlait le foin au printemps et puis après on cultivait. Donc ça fait plusieurs siècles qu'il y a des jardins ici. Voilà. Depuis un moment il n'y a plus que des jardins potagers ouvriers, puisqu'il n'y a plus de paysans vu que la ville a petit à petit entouré la zone. Et donc jusqu'à très récemment, toutes les terres dont on parle ici, ça fait une trentaine d'hectares à peu près, un peu plus même, elles appartenaient à des propriétaires privés qui étaient d'anciens paysans, des gros propriétaires terriens, il y en avait 5-6 là sur la zone, et donc qui louaient, comme de toute façon c'était pas constructible, les parcelles un peu de la main à la main, comme ça c'était un petit peu autogéré, donc en général sur chaque zone, il y avait un jardinier historique qui était responsable, qui récoltait l'argent de tout le monde et puis qui envoyait aux propriétaires à la fin. Il faut savoir que c'est vraiment des endroits très accessibles financièrement, beaucoup plus par exemple que les jardins familiaux et ruraux officiels sur lesquels il y a une liste d'attente et où mine de rien le loyer est assez cher quand même. Nous on avait quasiment 500 mètres carrés de potager, on payait 40 € par an, hein, et donc on donnait de la main à la main comme ça. Donc ce qui veut dire qu'on a une sociologie qui est complètement différente des jardins officiels que vous pouvez avoir. C'est très mixte et c'est souvent très populaire, et même très très populaire. Donc ça va des gens
moi je suis, qui ont un jardin un peu de loisirs pour les enfants, qui s'intéressent à l'écologie, qui font un potager. Mais il y a aussi des tas de gens pour qui c'est un complément de revenu à la fin du mois, en particulier des retraités qui ont des tout petites retraites et qui, le potager pour eux ça compte vraiment dans une économie familiale. Hein. Donc ça on l'a vraiment. Il faut savoir aussi que c'est de la mixité sociale énormément, puisqu'on a toutes les couches d'immigration là qui se succèdent. Vous pourrez voir aussi le travail, je vous inviterai à regarder le travail d'Anaïs Florine, qui est une artiste qui est venue travailler sur les jardins dans Bien Urbain. Et elle, ce qu'elle a bien montré, mais nous on le savait déjà, mais elle l'a vraiment bien montré, c'est qu'il y a une diversité culturelle et que chaque jardin ressemble à la personne. Par exemple, moi j'ai Momo en bas de chez moi, qui est un Marocain qui est là depuis des années. Il a planté un olivier en Franche-Comté, lui, parce qu'il l'a ramené du bled. Et ben n'empêche que tout le monde se foutait de sa gueule, depuis 2-3 ans, son olivier il pousse vachement bien. Ouais, il était en avance. Avec le réchauffement climatique. Et donc on échange des graines. Par exemple, il y a Alonso en face. Alonso, lui, c'est un vieux pépé espagnol. Il nous ramène des graines de tomates espagnoles qu'on n'a pas. Alors on fait des échanges. Voilà, il y a tout cet écosystème-là. Donc il y a un écosystème biologique, mais aussi un écosystème social. Et nous, ce qu'on dit qui va disparaître, c'est les deux en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est ce qu'ils aiment bien mettre dans leur écoquartier, c'est-à-dire la mixité sociale, l'intergénérationnel, l'écologie. En fait, on l'a déjà. Donc c'est un peu con de le raser pour le refaire artificiellement. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Donc là, on va descendre. On va vraiment être dans une zone de potager qui est vraiment très belle. On va regarder, je vais vous montrer 2-3 choses remarquables. Essayez de bien suivre les petits sentiers. Vous allez voir, ça paraît anarchique, mais c'est très organisé. Donc essayez bien sûr de ne pas piétiner les plantations. Donc on va descendre là. Comme c'était une vallée qui accédait à Besançon, il y a dû avoir un moment au Moyen-Âge où on devait poster des gens ici, pas des envahisseurs, des Alsaciens peut-être, je ne sais pas. Enfin, voilà. Les Vêtes, ça vient de Goire, donc c'est l'endroit du quai. Roselière. C'est là. Alors, on va y passer, on va y passer. Il y a le bois, mais après. Après François Rhin, il y a un triangle avec le bois et la Roselière. Oui, mais après. Là, vous avez les courgettes, les courges grimpeuses, là. Je ne sais plus le nom. Ouais, c'est ça. Reculez sur les chemins là-bas parce qu'on va repartir d'où on vient, mais je voulais juste montrer la limite parce que là, on voit la limite en fait. Finalement, avec la canicule qu'on a cet été, elle est à sec, mais d'ici un mois, il y a de l'eau ici. Et elle est quasiment tout le temps en eau, celle-là. Il y en a une plus bas qui est tout le temps en eau. Donc là, c'est un des endroits où, quand il y a de l'eau, on a des tritons et des salamandres. On en a observé il y a encore 5-6 mois ici. L'eau, elle arrive d'ici. Là, il y a un bois et une ancienne roselière un peu sur le côté qui va être un peu réaménagée dans le projet. Là, c'est l'occasion de vous parler un petit peu de comment on conçoit les projets, enfin comment ils conçoivent les projets d'urbanisme pour que ça passe. Par exemple, ils font ce qu'ils appellent de la compensation écologique. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on détruit une zone, on en met une autre en écolo à côté, plus loin, et donc du coup, ça compte pas parce que le bilan est nul. Donc on a le droit de détruire, d'accord ? Déjà, c'est très discutable, parce que comment on déplace un écosystème, je suis désolé, vous prenez pas les chauves-souris, vous les mettez à un endroit et à un autre. Les chauves-souris, elles sont là où elles sont. Mais surtout, ça voudrait dire qu'on réhabilite des zones qui étaient artificielles en zones naturelles. Là, par exemple, suite à la lutte avec le Jardin des Vêtes, tout le bois qui est en face, bon, ils vont pas y toucher. Vous avez pas prévu d'y toucher d'ailleurs. Donc c'est ce qu'ils appellent un bois de vieillissement. Donc ils disent, ce bois-là, on va le laisser vieillir, donc ça compense qu'on va détruire. C'est le genre d'argument qu'on a réellement. Pour nous, ça vaut pas parce que il est là le bois. Donc comment un truc qui est déjà là peut compenser quelque chose qui va disparaître? S'il n'y avait pas de bois, qu'on avait remis en état écologique, que c'était une zone, je sais pas, une ancienne zone industrielle, à la limite on pourrait l'entendre. Mais là c'est juste dire, comme ça va vieillir, c'est bon, ça passe. Donc c'est ce genre d'argument. Donc faites attention parce que quand c'est toujours justifié en fait. C'est pour ça qu'ils appellent ça écoquartier. Mais si vous,
Et évidemment, le gros problème, c'est que personne ne lit ce genre de conneries, quoi. Moi, je le savais pas, hein, c'est des copains écologues, parce qu'on s'est renseignés, qui m'ont expliqué ce que ça voulait dire, la compensation écologique. Et maintenant, ils en sont même à proposer comme compensation écologique des Vettes, la colline des Biquets. C'est-à-dire, c'est la colline qui est au-dessus, là. Alors, ils disent, bah eux, c'est un bois. Et même maintenant, ils proposent comme compensation écologique pour les chauves-souris, le Fort Benoît. Parce que là-bas, il y a des grottes, alors les chauves-souris, elles vont aimer. Sauf qu'on va faire quoi? On va mettre un panneau de signalisation aux chauves-souris en leur disant... Enfin, bon, voilà. Voilà. Donc, on voit apparaître, c'est ça, c'est le projet en ce moment, il n'arrête pas d'être amélioré, le projet d'écoquartier. Et c'est ce genre de choses qui améliore, le projet. Ou une piste cyclable en plus, ou je ne sais quoi. Voilà. Là, il faut bien comprendre que nous, déjà, c'est radical. Nous, on dit, c'est pour ça qu'on dit abandon du projet et pas amélioration, dans le sens où c'est bien comme c'est déjà. Après, il pourrait être valorisé. Vous verrez que tous les jardiniers ne sont pas autant vertueux qu'on voudrait, parce qu'il y a un peu de tout, donc il y a des déchets. On pourrait remettre en état le site et le faire encore plus écologique qu'il n'est. Mais déjà, ne rien faire, c'est déjà agir pour l'écologie en réalité. Voilà. Mais en plus, on pourrait faire, ça, on n'est pas contre. Hein. Mais voilà. Donc on va redescendre et on va aller voir l'endroit où il y a les travaux. Donc là, on est vraiment sur le fond de vallée, d'accord? Vous allez voir, donc ici, il y a l'eau qui arrive, il y a un petit ru, donc c'est-à-dire c'est juste un petit ruisseau qui coule tout le long des arbres. C'est là où il y a les grands arbres. Hein. Les arbres, là, vous voyez, il y a des saules, il y a des frênes. C'est des arbres qui aiment l'eau. Ils ne sont pas là pour rien, c'est parce qu'ils sont au fond. Ils sont là où ça reste humide le plus longtemps, quoi. Voilà. Donc on va longer ça, vous allez me suivre. Et on va s'arrêter juste avant les travaux. Je vais vous montrer les vestiges des travaux. Là, par exemple, on pourrait croire à certains endroits qu'il n'y a pas d'engins qui sont passés parce que l'herbe a repoussé. Mais je vais vous montrer les traces et les dégâts qu'ils ont fait. Donc là, vous ne le voyez pas, mais essayez de sentir sous vos pieds. Ça va vous paraître, là l'endroit où vous êtes, ça vous paraît beaucoup plus dur que tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Ouais, c'est parce qu'il y a des bulldozers qui sont passés là en fait. Et comme ils sont passés une première fois, ils voulaient creuser, puis comme on les a bloqués au tribunal administratif, ils ne sont pas revenus. Mais du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jardin sur cette bande. Avant, là, c'était tout en potager. Et c'est que maintenant, pour cultiver, il va falloir attendre 2-3 ans parce que la terre, elle est complètement tassée. Et ils ont raclé la terre végétale et donc on est tout de suite dans la marne. C'est pour ça que ça a séché cet été, c'est devenu du béton. Alors heureusement, la nature reprend ses droits. Il y a quand même les herbes, les premières qui s'accommodent de ça, qui repoussent. Et puis comme c'est humide, on a même des osiers qui ressortent. Mais par contre, pour le potager, là, il faudra attendre 2-3 ans. C'est pour ça que cette cabane-là, elle paraît un peu toute seule, mais c'était la cabane d'un potager qui était ici et qui a vu une pelleteuse passer ici en fait. Juste un petit point ici, bon, on va rentrer dans la zone de travaux. Vous montrer aussi les usages multiples qui cohabitent, et ça encore c'est possible parce que c'est autogéré. Il y a ce qu'on appelle ici la cabane des chats. Donc c'est une association, c'est 2 dames qui sont passionnées par les chats, qui s'occupent des chats errants. Et elles régulent la population des chats errants parce qu'elles les capturent, elles les nourrissent certes, mais elles les font stériliser, elles vérifient qu'ils sont en bonne santé, et donc tout se passe bien. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un endroit très riche aussi en oiseaux, puisque la LPO vient toujours ici. D'habitude, LPO et protecteur des chats, ils s'entendent pas. Hein. Et là, ça cohabite. Parce que l'équilibre s'est trouvé. Les chats sont nourris, ils chassent un peu, pas trop, ils sont un peu gros, ils n'arrivent pas à choper les oiseaux. Voilà. Ils sont bien traités, ils sont mieux que s'ils étaient tous malades et infects à avoir surpopulation de chats. Et c'est régulé. Et ça s'est fait naturellement parce qu'il se trouve que dans les jardiniers, il y a 2-3 dames qui adorent les chats, qui se sont mobilisées pour faire ça. Et donc elles ont construit cette cabane qui sert entièrement à ça, qui sert à gérer la population de chats du coin. Donc c'est géré en fait. Et les chats, ils vont aller où là Ah ça ils s'en foutent. Hein. L'anecdote, ça a commencé quand ils ont tracé le tram au milieu du quartier. Hein. Il y a une anecdote d'un papy qui nous raconte ça. Le jour où les pelleteuses sont arrivées, elles sont passées sur ces clapiers à lapin, personne ne l'a prévenu. Et donc il nous raconte l'histoire de la lapine qui de terreur a fait une fausse couche. Alors ça, voilà, ça, on l'a cette anecdote. Le jour où une pelleteuse elle arrive, les chats ils s'en foutent, c'est pas son problème. Donc les chats ils se barront et puis voilà quoi. Voilà. Ça fait partie des usages. Bah oui, c'est un usage légitime, il y a des gens qui aiment les chats, qui s'occupent des chats, voilà, c'est possible. Là vous avez alors, et là c'est pour l'anecdote écolo aussi, ça c'était le frêne des pies. Et si vous regardez, il y avait des nids de pies, il n'y en a plus. Et en fait, les travaux, avant qu'on les stoppe, ils sont arrivés jusque là à 50 mètres et ça faisait un boucan d'enfer. Et le jardinier qui est là nous a raconté qu'un jour, il a vu les pies qui tournaient dans l'arbre, là, ça faisait un bruit pas possible. Elles ont démonté les nids, elles sont parties. Elles face aux engins, moi je le croyais pas, mais c'est vrai que j'avais vu les nids, ils étaient plus, lui me l'a raconté. Elles ont démonté le nid en fait, elles se sont carrées, elles se sont cassées.
Là, on est sur la zone d'épis. Si on descend un peu plus bas, on tombera sur le territoire des corbeaux. Voilà. Alors nous, quand on est dans les jardins, on a eu le temps de remarquer ça. Comme elles sont sur les mêmes, ils sont à peu près sur les mêmes niches écologiques, ils se partagent le territoire. Et donc il y a une ligne de partage dans la vallée. Le haut, c'est pour les épis, le bas, c'est pour les corbeaux. Et chaque année, il y en a qui gagnent des fois quelques mètres et puis ils reprennent dans l'autre sens. Et donc on les voit se livrer des batailles homériques dans les arbres. C'est assez drôle. Ouais. Par exemple, mon jardin, il n'y a pas de filles, il n'y a que des corbeaux. Ici, il n'y a que des filles. Et 50 mètres plus bas que mon balcon, à l'endroit où j'habite, c'est la ligne de partage. Et donc des fois, on se marre avec la gamine parce qu'on les observe se battre. Et d'année en année, on voit des fois ça bouge. Cette année, c'est les corbeaux qui ont gagné, si vous voulez savoir. Là, on fait du tout terrain. ouais. Avec des choses de random. Alors là, vous voyez, ben voilà, je vous mens pas, il y a de l'eau. Vous avez vu la sécheresse qu'on s'est tapée. Elle n'a jamais été à sec de l'été. Parce qu'il y a une source juste au-dessus. Ah, c'est drôle, on a eu discuté avec des gens des travaux. Et en fait, il y en a deux, trois qui nous ont dit, en fait, on comprend pas. Parce qu'ils ont creusé le fossé là, l'eau elle est jamais allée à l'endroit où vous avez prévu qu'elle aille. Et ils comprennent pas. Donc voilà. Nous, ça va ou ça va. Donc des fois ça marche pas toujours comme... Et c'est vrai qu'on n'est pas sur le point le plus bas. Mais bon. Et la source elle est un peu plus haut, là il y a une eau très urgente. Et elle reste. Et ce qui est dingue, alors par exemple là dans les améliorations qu'on pourrait faire sur la gestion écologique de la zone, c'est avoir une charte pour qui pompe l'eau ou pas. Parce qu'il y a des jardiniers qui se servent là-dedans. Mais il faut savoir que ça fait 50 ans que tout le monde prend de l'eau ici et qu'il y a toujours de l'eau. Et qu'il y a toujours des tritons. Donc voilà, il ne faudrait pas que ça aille plus, voilà. Donc bien sûr que... Parce que leur truc c'est, regardez, ces jardiniers ils sont pas écolos, ils prennent de l'eau dans la source. Ouais, sauf que ça fait 50 ans qu'ils le font et c'est que ça n'a jamais posé de problème. Donc je dis pas qu'il faut le faire, hein. Moi je serais plus pour que ça fonctionne plus avec l'eau de pluie. Mais bon, de fait, l'usage est limité et jusque là, ça s'est fait en bonne entente puisqu'il n'y a pas eu de problème. Il y a une bâche dessous, donc l'eau de pluie est censée la remplir. Il y a une bâche, hein, c'est pas juste des cailloux, ils ont mis une bâche quand même. Ah bah oui. Bah, c'est un projet écologique. Je veux dire, voilà. Ah bah oui, ça retient l'eau, c'est une zone humide. Il n'y a pas de colle sous les cailloux? Non, mais là-bas, ça marche. Alors l'eau, on l'a pas vue encore, mais elle va venir. Donc voilà, ça, alors, on a fait une visite, ils avaient mis une zone autour, ils avaient mis un grillage rouge autour, et puis ils avaient mis un écriteau, ne pas pomper d'eau, batracien, avec une photo des batraciens. Il n'y avait pas d'eau. Donc on s'est tellement foutu de leur gueule à la dernière visite que juste après elle a disparu. Donc je pense qu'ils ont eu honte quand même. Mais c'était marqué ne pas puiser d'eau. Donc ce qui est bien, c'est que tout le monde était obligé de respecter la règle, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Donc ça c'est ce qui est proposé comme compensation de la mare là-haut. Alors pourquoi là-bas on peut construire et là il va y avoir un trou d'eau, je ne sais pas. Parce que sur le plan il ne doit pas y avoir d'immeuble ici. Parce que c'est au même niveau que Non, c'est plus bas. Et pourtant l'eau elle est là-bas. Donc voilà. Ouais. Ouais, pas bête. La chauve-souris, pareil. C'est intelligent. En tout cas, si vous voulez vous baigner dans la mare, On peut y aller. voilà. Déjà il ne faut pas le faire parce que ça dérange les tritons. Alors déjà plongez pas, c'est Et trop. dans celle-là, vous pouvez vous baigner, il n'y a pas de tritons. Bon, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de... Allez là-bas. Allez là-bas. Allez. Les gars, c'est rien par rapport à parce qu'on va gagner évidemment, c'est la remise en état écologique ou un usage intelligent. Par exemple, vu que de toute façon maintenant ils ont enlevé la terre végétale et qu'il va falloir en remettre,
on pourrait faire un truc génial, c'est qu'on pourrait facilement terrasser ça et on pourrait faire des carrés de jardin accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'existe pas en France, quasiment. On pourrait faire ça ici, ça serait un usage plus intelligent, par exemple. Parce que là, ils nous disent oui, mais c'est déjà fait. Ah oui, on peut faire mieux maintenant. Ça peut même servir, voilà. Et puis ça se remet en état, hein. Il suffit de remettre de la terre et puis c'est parti. Mais il y avait des arbres, voilà. Oui. Mais il y en a là, il y avait des arbres. Bah non, mais ça se replante. Oui, mais dans 50 ans... C'est pas grave, c'est mieux que rien. En tous les cas, l'idée, c'est que ça n'aille pas plus loin. Là, tous les gens qui avaient des potagers ici, ils les ont remis au-dessus, là. Donc en fait, là, c'est très artificiel. Bon, ils s'en sont bien sortis, hein. C'est leur première année là, franchement, ils ont bossé. Hein. Donc ils ont pris la terre qui était là, ils l'ont mis là. Et c'est une antenne relais. Ah bon? Oui, regardez, il y a une antenne relais. Ah oui. Je me disais aussi. C'est vrai qu'il est particulier. Un jour, il y avait du vent, tous les arbres bougeaient sauf celui-là. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Puis j'ai demandé aux copains, ils m'ont dit, ah, mais c'est une antenne. Je suis allé taper. Alors, c'est un mât en métal, c'est un pylône. Et puis, c'est des fausses branches, comme les sapins de Noël en plastique qu'on achète, ça mélangé. Et ça sert à camoufler l'antenne relais, comme ça, les voisins se plaignent pas trop. Reculez-vous. Ce que vous voyez, c'est de la terre d'argile. Les légumes, ça pousse pas là-dessus, c'est minéral. Et la terre végétale, c'est ce qui est issu de la décomposition, c'est l'humus en fait. C'est une sorte de compost naturel si vous voulez. Ah oui. Ils arrosent comment là-bas? Alors, jusqu'ici, tout le monde avait des bidons et récupérait l'eau de pluie et se servait un peu à la source. Donc on était autonome en eau. Là, ils ont déplacé les gens et pour faire face à la grogne, je vous le donne en mille, ils leur ont tiré l'eau courante. Non. Donc ça veut dire que ces potagers maintenant ils sont à l'eau courante. Alors que depuis 50 ans tout le monde se démerdait avec l'eau de pluie.